Peut-on être parent et enfant sans lien biologique? Pourquoi la société n'arrive-t-elle pas à faire évoluer sa conception de la famille? Je veux dire, à la faire évoluer dans les regards et les doctrines aussi vite que la société évolue elle-même dans ses façons de vivre. Pour y répondre, il faut aller tout au fond des mythes qui sont aujourd'hui l'armature de notre pensée de la famille. Le lien de filiation. Savoir d'où l'on vient est une question légitime. Le nœud du sujet est ici, s'intéresser à l'arrière-fond de la famille, une fois que l'on a pris conscience que le droit est un trésor de présupposés. Et si le lien n'est pas, seulement, un lien de droit, mon parent déclaré à l'état civil, s'il n'est pas non plus, seulement, un lien de sang, de qui suis-je l'enfant biologique? Si le lien est encore moins alliance du droit et de la nature, c'est-à-dire un lien inscrivant le sang dans la loi, héritage monarchique, ni un lien faisant du droit en vigueur un élément naturel de notre société, alors qu'est véritablement le lien de filiation? Volontairement, je prends le cas de l'adoption comme révélateur du problème qui entoure la filiation. L'adoption parce qu'elle exhibe au grand jour le fantasme biologique qui parcourt la société et fait coaguler la question de l'identité à celle de l'origine. La pression est si forte que la question de l'identité de bien des enfants adoptés leur est dérobée pour être faussement et sauvagement reportée sur celle des origines biologiques. Où est le problème? Il est simple. La suppression de l'origine biologique ne fait qu'alimenter imaginairement chez l'enfant l'importance de ses parents biologiques, en fondant en creux un refuge imaginaire à la fois horrible, il a été abandonné, et merveilleux, ses parents auraient pu être mieux que ses parents actuels, pour se prémunir de ses vrais parents, à savoir ses parents adoptifs qu'il doit affronter dans leur réalité. Mais pourquoi ce mirage du parent biologique comme seul vrai parent, dont le droit ne s'est souterrainement pas détaché? Car c'est précisément autour du lien de chair, comme lieu fantasmatique de la fusion et de l'identique, substitut de la notion de l'identité, que se cristallisent les problèmes des parents adoptifs à l'endroit de leurs enfants et des enfants adoptés à l'endroit de leurs parents. Le problème est du côté des parents plus que de l'enfant. Pour une fois, regardons du côté des parents. Dire que les parents sont responsables de l'enfant ne veut pas dire les culpabiliser, ne veut pas dire ouvrir la brèche de la faute dans laquelle la culpabilité ne manque jamais de s'engouffrer. Bref, dire que ses parents sont responsables de l'enfant, dans ce cas précis de l'adoption, cela veut dire que plus ils auront réglé leurs problèmes à l'égard de l'enfant, notamment ce qu'il peut symboliser pour eux comme ratage du lien du sang, plus ils seront à même de protéger l'enfant de cette blessure que constitue l'abandon à l'origine de l'adoption. En effet, le nœud de la problématique de l'adoption chez les parents adoptifs s'enracine généralement dans ce qu'ils vivent comme un manque dans la relation à l'enfant, à savoir l'absence de lien de chair, l'absence de lien de sang. Nombre de psychanalystes ont saisi cette difficulté en mettant en évidence le deuil de l'enfant biologique que les parents avaient à faire. Or, cette notion, aussi juste soit-elle, s'avère au fond très ambiguë, en ceci que tout en identifiant le problème, elle valide la croyance que l'enfant biologique pourrait être fondamentalement différent de l'enfant adopté et qu'il pourrait effectivement manquer quelque chose d'important à cette relation. Par ce biais, elle entérine ce fantasme qui sous-tend cette souffrance en le confondant avec la réalité. Comment sait-on que l'enfant vient de soi? Or, deux faits contredisent ce manque. Le premier se révèle dès que l'on se penche sur le rapport des parents à leur enfant biologique. Biologique veut dire issu de son corps. Comment le savoir? Pour le père,
seulement parce qu'on le lui dit. Quant à la mère, on dit à tort qu'elle est certaine parce qu'elle perçoit l'enfant au moment de la naissance. Soit, mais dans les cas de césarienne, et donc d'anesthésie, elle se retrouve exactement dans la même situation que tous les pères. Elle sait que c'est son enfant seulement parce qu'on le lui a dit. Ce point est déterminant, car ce n'est qu'à partir d'un savoir extérieur qui n'est ni de l'ordre du ressenti, ni d'un savoir intérieur, que l'on va savoir que l'enfant vient de soi. C'est à partir de là, précisément, que va s'installer la quête des ressemblances. C'est en effet sur ce point aveugle de l'identité qui recouvre le fondement corporel du lien à l'autre que les parents vont tenter d'identifier l'enfant par rapport à eux et à leur famille, en le positionnant d'une certaine façon par rapport à leur histoire. La quête de l'identique, la magie du même de la filiation biologique, s'éclairant à cette lumière, se révèle n'être qu'une couverture, qu'un écran sur un vide symbolique recoupant le rapport du sujet à son propre corps. Le mythe de la fusion. Le second point est encore plus décisif pour comprendre cette croyance à l'écart impossible à combler qui existerait entre un enfant issu de son corps et un enfant adopté. C'est le mythe de la fusion, dont est entouré le lien de chair. Il est présent tant chez les parents biologiques que chez les parents adoptifs. Pour nous en tenir aux parents adoptifs, disons que cette croyance au manque que représente la filiation adoptive peut se traduire de 3 façons. D'abord, du fait qu'au moindre problème rencontré, ce problème est mis sur le compte de la filiation étrangère ou pire, de gènes différents. Ensuite, le sentiment de manque peut concerner la déception que l'enfant ne soit pas le ciment du couple. Enfin, et surtout, les parents peuvent ressentir douloureusement le fait de ne pas avoir procréé l'enfant. Filiation étrangère. Reprenons chacun de ces 3 symptômes. La filiation étrangère d'abord. Cet alibi de ce que serait la bonne ou mauvaise filiation, le bon ou le mauvais gène, s'inscrit dans la croyance au déterminisme absolu, où s'ancre d'ailleurs la question de Dieu. Il suppose que tout se passe en dehors de la conscience, que l'on ne peut que subir ce qui nous constitue, ce qui n'est qu'un artifice fallacieux destiné à démissionner de la relation. Mais il y a plus. Si cette démission est une façon de s'effacer derrière les parents biologiques de l'enfant, imaginairement, seuls susceptibles de détenir les clés des problèmes rencontrés par l'enfant, cet effacement n'est en réalité que le masque de l'effacement des parents face à leurs propres parents, seuls investis du pouvoir de savoir, du fait de la procréation. L'enfant ne peut pas être le ciment du couple. Dans ce sentiment du manque généré par l'incapacité de procréer, se loge une autre déception, celle que l'enfant ne puisse pas être le ciment du couple parce qu'il n'en est pas biologiquement issu. Rappelons que cette déception ne prend corps qu'en miroir du fantasme que l'enfant pourrait être, car il serait la preuve concrète de ce lien et pourrait le faire tenir et durer. Là, encore, ce fantasme sert à se déresponsabiliser du lien de couple en faisant comme si seul un tiers issu des deux pouvait le tenir. Ce même fantasme est par ailleurs sous-tendu par l'idée, très répandue, que ce lien n'est pas entamable, tant il est supposé surdéterminé par une transcendance. Le problème est que cette croyance à la surdétermination efface la différence entre ces 3 personnes. Par là, elle obture la possibilité de réfléchir et de revenir sur ce qui rate dans la relation. Le fantasme est d'ailleurs là pour cela, pour éviter que l'amour ne puisse faire question, ce qui le condamne inéluctablement au ratage.
la douleur de n'avoir pas procréé. Enfin, et c'est le point le plus brûlant, la douleur de ne pas avoir procréé nous fait pénétrer directement au cœur du fantasme du lien de chair qui constitue un pan très profond de la construction inconsciente de l'être humain. Au-delà du fantasme du ciment du couple se pose ainsi un autre fantasme encore plus grand, celui de la fusion, du rêve d'un amour fusionnel qui le conduit à être éternellement déçu. Et c'est de cet énorme fantasme dont le lien de chair et le lien de sang sont l'objet dans l'inconscient. Or, il confine à être éternellement déçu et à ne jamais sortir du symptôme, à emprunter des voies sans issue. Ce leurre, cet abus, cette escroquerie, ce n'est pas l'autre qui me dupe, c'est moi qui dupe l'autre pour être aimé, pour ne pas être mis à nu dans mes failles. C'est bien cela que je vais interroger désormais en posant un premier principe. Règle tes problèmes de parents avant de croire que c'est l'enfant qui pose problème. Et c'est ce que je vais démontrer par l'exemple dans le chapitre qui suit.